Mesdames et messieurs, chers congressistes, on m'a assigné dans le fil conducteur que je dois suivre une tâche impossible que je ne vais donc pas remplir. C'est-à-dire que l'on aimerait que je fasse une synthèse des débats. Alors d'abord, il y a eu une table ronde. La table ronde, vous l'avez écoutée, je ne vais pas faire la synthèse des tables rondes. Simplement, je remarque que les deux points forts ont été évidemment les deux exposés, celui ce matin de M. Mock et celui cet après-midi de M. Wüthrich. Et ce qui m'a frappé, ce qui vous a sûrement beaucoup frappé aussi, c'est notamment ce qu'ils ont dit à propos de l'innovation, puisqu'au fond, c'est notre thème. Est-ce que la Suisse peut rester en pointe de l'innovation et les dangers qui pourraient nous guetter? Alors, pour l'innovation, il faut la mobilité. Les Suisses de l'étranger, les Suisses qui vont à l'étranger, et les échanges entre les Suisses et les étrangers, ce va-et-vient en somme, cette mobilité, c'est une des conditions de l'innovation, et qui mieux que les Suisses de l'étranger peuvent incarner à la fois cette nécessité et cette chance. Et puis il y a une autre chose quand même, au-delà de tout raisonnement politique, hein, le président de l'ASO n'a plus aucune couleur politique. Mais enfin, ce que nous venons d'entendre et qui recouvrait un peu ce que disait M. Mock ce matin, à savoir que l'innovation, c'est une démarche à la fois de rigueur, un engagement incroyable, mais en même temps une démarche de liberté. Si on vous met de manière étatiste un cahier des charges, si j'ai bien compris, trop grand, trop lourd, trop strict, ça va paralyser l'innovation. Si j'ai bien compris, ceux qui vont amener une innovation ne savent pas au départ exactement ce qui va sortir de leur effort, et c'est petit à petit en cheminement qu'on arrive en quelque sorte à un cahier des charges, éventuellement d'ailleurs, M. Mock, n'est-ce pas, à une possibilité ensuite d'arriver sur le marché, d'avoir une chance, par exemple, commerciale. Mais pour arriver à cela, même si ça peut être un but, un idéal, une vision, il faut la liberté. Et il faut en somme que l'État, n'est-ce pas, monsieur le conseiller fédéral, vous qui avez été, avant d'être le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, en charge précisément de la formation et des hautes écoles, et quelle belle continuité vous avez là. Je trouve que là, il y a une cohérence pour le magistrat et l'homme politique que vous êtes. Eh bien, évidemment, cette idée que l'État soit présent parce que c'est nécessaire, mais soit présent pour préserver la liberté afin qu'il y ait innovation. Alors le thème, c'était mobilité et innovation. Est-ce que j'ose conclure en disant mobilité, innovation dans la liberté au service de tous, la liberté au service de tous, la liberté qui amène la responsabilité. Qu'est-ce qui peut être mieux comme conclusion au fond de nos réflexions et surtout de ce que nous avons entendu? Voilà ce que je voudrais dire, et je ne voudrais pas en dire davantage. Et j'aimerais maintenant m'adresser à Monsieur le conseiller fédéral Burkhalter. Vous savez, comme président de l'ASO, on reçoit chaque année un conseiller fédéral. Mais parfois, on a un plaisir particulier. J'avais eu, il faut bien le dire, un plaisir particulier à recevoir Mme Doris Leuthard, parce que j'avais été son collègue et parce que véritablement j'avais été tout à fait convaincu par son ouverture, par sa manière d'être et sa manière d'agir. Eh bien, j'ai aussi eu la chance, et Raymond Gysin, qui est là aussi, il a eu cette même chance, de connaître bien Didier Burkhalter comme conseiller national. Et en effet, on me le rappelait tout à l'heure, je crois que c'est ma femme qui me le rappelait, qu'il y a déjà bien des années, bien avant que M. Burkhalter eût été élu au Conseil fédéral, je lui avais dit « tu seras conseiller fédéral ». Pourtant, je n'ai rien d'un devin, je n'ai vraiment pas un grand talent de prédiction, mais il y avait, comment dirais-je, autour de lui et émanant de lui, quelque chose qui était comme une évidence, qui l'enveloppait peut-être même malgré lui et peut-être malgré Mme Burkhalter. Et enfin, les choses se sont passées ainsi. M. Burkhalter, après avoir été le ministre de l'Intérieur, donc notre ministre de la Recherche scientifique, on pourrait dire aussi, et de l'Innovation, M. Burkhalter est maintenant notre ministre des Affaires étrangères. Il est donc particulièrement votre ministre, mesdames et messieurs, les Suisses de l'étranger, et c'est avec un véritable plaisir que je lui donne la parole. Monsieur le Président, cher Jacques Simon, merci pour les
rappel des prémonitions pour ce qui est du Conseil fédéral, il y avait juste une petite erreur, c'est pas malgré mon épouse, c'est plutôt à cause de mon épouse. Cher Monsieur Wüthrich, j'aimerais juste vous dire dans votre intervention, il y a quelque chose qui m'a frappé. Tout le monde pensera que c'est les dernières paroles sur les interventions bruxelloises, mais en fait, ce n'est pas ça, c'est la photo avec le poisson. Il se trouve que mon grand-père était pêcheur professionnel sur le plus grand lac entièrement suisse, qui est le lac de Neuchâtel. Je vais me faire des ennemis là, mais je trouve aussi que c'est le plus beau. Hein, mais... Bon, eh bien, je vous assure qu'on a, enfin lui, a pêché des poissons à peu près de la même grandeur, des silures, qui étaient pas loin de 2 mètres, facilement, à plusieurs reprises, et qui gâtaient d'ailleurs tous les filets, et même certains brochets, qui n'étaient pas aussi grands, mais quand même très très grands. Donc vous ne pouvez pas dire, il ne faut pas sous-estimer la Suisse, on peut pêcher des poissons comme cela. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans les eaux suisses, en tout cas dans le lac de Neuchâtel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, merci d'être là, merci d'être à l'abri du terrible soleil suisse. Il fallait aujourd'hui passer de l'extérieur à l'intérieur, donc faire le contraire de ce que j'ai fait récemment. Et j'aimerais aussi également, au nom de mon épouse, vous remercier de votre invitation, vous remercier de votre accueil qui est chaleureux, comme les canicules. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que vous pourriez peut-être imaginer de faire votre congrès au début de la saison estivale, parce que visiblement, vous nous amenez la canicule en Suisse, ce qui serait évidemment positif pour Suisse Tourisme si ça venait déjà depuis juillet, pour le tourisme suisse en tout cas. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la fête nationale, le 1er août dernier, c'est à Londres, au cœur de la House of Switzerland érigée pour les Jeux Olympiques, que j'ai eu la chance de m'exprimer, et même de chanter un peu d'ailleurs, devant une communauté suisse de l'étranger. Quoi de plus logique dès lors, quoi de plus logique que de m'exprimer aujourd'hui à Lausanne, sans chanter, n'ayez crainte, je m'essaye à ça une fois par année, pas plus. Donc, quoi de plus logique de m'exprimer ici à Lausanne, la capitale olympique, devant l'organe représentatif fêtier des Suisses de l'étranger. À Londres, le 1er août, nous attendions les premières médailles. Nous les avons attendues assez longtemps ce jour-là. Et par la suite, il y en a eu quelques-unes, pas forcément toutes celles qui étaient attendues, mais des médailles évidemment belles parce qu'elles récompensaient des carrières de volonté, des carrières de travail, d'abnégation, au fond des carrières et des médailles très helvétiques. La Suisse était à Londres, elle y était pendant les Jeux à travers ses sportifs, elle y est aussi fortement présente à travers les nombreux Suisses qui s'y sont installés, qui contribuent à façonner l'avenir de cette ville, de ce pays, scientifiques, artistes, graphistes, architectes, cuisiniers aussi. Ils sont nombreux avec beaucoup de jeunes, on a pu le voir vraiment là-bas, beaucoup de jeunes suisses à Londres, à apporter une image forte de ce qu'est la Suisse. Et qu'est-ce que c'est la Suisse au fond? Eh bien, c'est un pays ouvert. C'est un pays ouvert, qui ne le sait pas toujours, mais qui est réellement ouvert pour beaucoup de choses, qui est très innovant, qui est un creuset de la liberté, Dieu sait qu'il devrait le rester, un pays qui assume ses responsabilités. Tous ne modèlent pas la ville aussi fortement que Herzog et Meuron à Londres, qui ont transformé une ancienne usine électrique en un des musées les plus visités au monde, peut-être moderne, mais tous contribuent au développement d'une ville qui a du succès, d'une ville qui est même un des cœurs palpitants du monde globalisé. Ce faisant, ils sont à l'image de la Suisse, ouverts, innovants, libres et responsables. Mesdames et messieurs, le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, un homme qui avait d'ailleurs vécu à l'étranger, a un jour donné le conseil suivant. Pour les questions de style, nage avec le courant. Pour les questions de principe, sois solide comme un roc. Je ne sais pas s'il avait raison quant aux questions de style, mais en tout cas, il est certain qu'il avait solidement raison quant aux questions de principe. Jefferson était un fervent partisan des droits de l'homme, un principe, une valeur pour laquelle il s'est fermement et fortement engagé, une des valeurs qui figure d'ailleurs solidement au cœur de la stratégie de politique étrangère que le Conseil fédéral vient d'adopter pour les années 2012 à 2015. La politique étrangère, mesdames et messieurs, c'est à la fois une défense d'intérêts, de nos intérêts,
et c'est également une promotion de nos valeurs. C'est un mariage des intérêts et des valeurs, ce qui ne va pas de soi. Et ces intérêts et ces valeurs sont définis au sein même de notre contrat national, la Constitution. La Constitution fédérale qui prescrit la politique étrangère et qui prescrit à cette politique étrangère la mission de défendre trois intérêts principaux, la sécurité, la prospérité et l'indépendance. Cette même charte fondamentale donne aussi pour tâche à notre politique extérieure de défendre les valeurs clés du pays. Il y en a 5, la paix, la démocratie, les droits de l'homme, la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement. Et pour reprendre les mots de Jefferson, le Conseil fédéral est convaincu que sur ces valeurs-là, mais aussi sur la défense de nos intérêts, des 3 grands intérêts, nous devons rester solides comme un roc. Notre politique extérieure, de plus, se construit sur 5 principes qui guident l'action. Premièrement, nous agissons en tant qu'État de droit et nous voulons que les autres en fassent de même. Deuxièmement, nous maintenons une politique de neutralité permanente. Troisièmement, nous veillons à l'universalité de nos relations diplomatiques, ce qui n'empêche pas, évidemment, de fixer des priorités. Et puis enfin, nous voulons mettre un accent fort sur une politique à la fois solidaire et responsable. C'est donc les 2 derniers principes, mais qui deviennent les principes que nous voulons mettre particulièrement en avant, j'y reviendrai, la solidarité et la responsabilité, 2 principes centraux dans un monde de plus en plus globalisé, où les grands défis sont souvent devenus collectifs. L'eau, l'énergie, le climat, l'environnement, la démographie, les maladies qui vont souvent avec, la lutte contre toute une série de ces maladies, la migration, l'accès à la nourriture, toutes ces questions, ce sont de réels défis globaux à relever aussi par la Suisse avec responsabilité et par solidarité. Meine Damen und Herren, auf dieser Grundlage hat der Bundesrat 4 strategische Schwerpunkte definiert, 4 Prioritäten, die Nachbarländer, die EU, die Stabilität und die strategischen Partnerschaften. Beim ersten strategischen Schwerpunkt geht es also um die Pflege und den Ausbau unserer Beziehungen, die gar nicht offensichtlich sind, zu den Nachbarstaaten, und zwar in allen Handlungsfeldern. Wir konnten in den letzten Monaten beträchtliche Veränderungen in den Beziehungen zu Italien, zu Deutschland, zu Frankreich feststellen, und dies in so unterschiedlichen heiklen Bereichen wie dem Steuerdossier, den Wirtschaftsbeziehungen oder der Zukunft der Flughäfen Basel-Mühlhausen und Zürich. Es ist noch nichts gewonnen, nicht einfach ist es auch nicht, aber nicht mehr blockiert ist es. Nicht mehr blockiert, es geht vorwärts. Beim zweiten strategischen Schwerpunkt geht es um unsere Beziehungen zur Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, ihren 27 Mitgliedstaaten. Auch hier zeichnen sich Veränderungen ab. Der Bundesrat bekräftigte dieses Jahr seinen Willen zur Fortsetzung und Erneuerung des bilateralen Wegs, und zwar proaktiv und nicht mehr reaktiv. Einerseits durch die Unterbreitung institutioneller Vorschläge an die EU als Antwort auf die Schlussfolgerungen vom EU-Rat von 2010 und andererseits durch die Verabschiedung eines Mandats für den Dialog mit der EU über Unternehmersteuerregime. Beim dritten strategischen Schwerpunkt steht die Stabilität, die so wichtige Stabilität in Europa, aber auch in Grenzregionen zu Europa und auch in der übrigen Welt im Vordergrund. Hier geht es zum Beispiel um die Aktivität der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit. Im Parlament wird zurzeit über einen 4-Jahreskredit in der Höhe von mehr als 11 Milliarden Franken für diesen Bereich diskutiert. Dies würde es erlauben, in den nächsten Jahren den Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,5% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Vor allem heißt es aber, viele menschliche Perspektiven aufzubauen. Unser Engagement für mehr Stabilität äußert sich auch in unserer Bereitschaft zu einer politischen Lösung in Syrien, zu einer Stabilisierung der Region beizutragen, namentlich durch direkte Hilfsmaßnahmen bei der Aufnahme von Flüchtlingen durch Familien in den Nachbarländern. Beim vierten strategischen Schwerpunkt geht es um globale Themen
und strategische Partnerschaften. Die Schweiz will Partnerschaften mit strategischen Ländern, wie beispielsweise den BRICS-Ländern, aber nicht nur die, aufbauen. Sie will aber auch ihre multilateralen Aktivitäten stärken, zum Beispiel im Rahmen der UNO, der sie nun seit 10 Jahren angehört und deren Reformbemühungen sie unterstützt. In der G20 will sie eine stärkere Rolle spielen und 2014 wird sie die Schweiz die Präsidentenschaft der OSZE, der Organisation für die Sicherheit und die Kooperation in Europa, übernehmen. Sie ist aber auch bemüht, die Schweiz die Rolle des internationalen Genf zu stärken und auszubauen und die Rolle und das Image der Schweiz durch die wissenschaftliche Diplomatie weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren, es gibt ein letzter und deswegen nicht weniger wichtiger Aspekt unserer außenpolitischen Strategie. Zum Kern dieser Strategie, im Herz sogar dieser Strategie, gehört neben den 4 strategischen Schwerpunkten eine weitere Aufgabe. Und das ist die Unterstützung von Schweizerinnen und Schweizern im Ausland, die für den Bundesrat eine prioritäre Aufgabe darstellt. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten ist bestrebt, die Politik unseres Landes gegenüber den im Ausland niedergelassenen Schweizern noch kohärenter zu gestalten. Ein wichtiges Instrument dieser Politik wird das Ausland-Schweizer-Gesetz sein, das das Parlament erarbeiten will. Ich bin froh, dass dieses Projekt gut gestartet ist, das kann man jetzt sagen, und dass die Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Subkommission des Ständerates und den zuständigen Diensten des EDA sehr zufriedenstellend verläuft. Die von Ständerat Filippo Lombardi eingereichte parlamentarische Initiative, die den Anstoß zu diesem Gesetz gab, wird beispielsweise die Schaffung eines Guichet unique erlauben, der sich um alle Anliegen der 5. Schweiz kümmern wird. In Zeiten des ständigen und raschen Wandels ist es wichtig, dass Schweizerinnen und Schweizer im Ausland stets Zugang zu hochwertigen und bedürfnisgerechten Dienstleistungen haben. Dieser Anspruch führte zur Schaffung der konsularischen Direktion innerhalb des EDA, die Sie mittlerweile bestens kennen. Nach ihrem erfolgreichen Start werden dort alle Fäden zusammenlaufen, damit die Ziele, also diese Erbringung von qualitativen und bedürfnisgerechten Dienstleistungen innerhalb des vorgegebenen Finanzrahmens umgesetzt werden können. Wir sind bestrebt, mittelfristig namentlich auch mit elektronischen Lösungen diese Herausforderungen zu meistern. Die neuen Informationstechnologien erlauben es uns, den administrativen Aufwand für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu reduzieren. Die EDA Helpline, neu rund um die Uhr, das ganze Jahr, den ganzen Tag, bietet eine ständige Unterstützung. Wir können beispielsweise Dienstleistungen anbieten, die nicht mehr das persönliche Erscheinen bei einer Botschaft oder bei einem Generalkonsulat erfordern. Diese Überlegung gilt auch für die Ausübung politischer Rechte, denn wir haben die Möglichkeit, sichere elektronische Abstimmungssysteme einzuführen. Meine Damen und Herren, mit meinem Entscheid, meine erste 1. August-Rede als Vorsteher des EDA vor einer Schweizer Kolonie im Ausland zu halten, verband ich die Absicht, folgende Botschaft an die 700.000 Mitglieder zählende 5. Schweiz zu richten. Alle Schweizerinnen und Schweizer, die sich im Ausland niederlassen, werden unweigerlich zu Botschaftern unseres Landes, also nicht nur Roger Federer, manche die sind zwar sichtbarer als andere, das stimmt, doch Sie alle, die Sie als Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland leben, vertreten auf Ihre ganz persönliche Art die Schweiz und ihre Werte. Damit prägen Sie das Bild der Schweiz im Ausland. Sie sind die Schweiz und im Namen des Bundesrates möchte ich einfach danken dafür. Mesdames et Messieurs, la 5e Suisse est un domaine d'action important pour la politique étrangère du Conseil fédéral. Elle est, comme je l'ai dit, au cœur de la stratégie nouvelle pour les années à venir. Elle est au centre de l'action du département. Je suis vraiment heureux que l'Organisation des Suisses de l'étranger, cette vivace presque centenaire, offre un cadre de dialogue, au fond, avec la 5e Suisse. Le projet de loi
en cours d'élaboration pourrait lui reconnaître à cette organisation, pourrait lui reconnaître un statut d'interlocuteur privilégié de la Confédération. Enfin, ce projet de loi, ou en tout cas ce débat, disons-le comme ça pour le moment, pourrait être l'endroit où se place la réflexion en cours à propos de la sécurité des voyageurs munis d'un passeport suisse. Il est nécessaire dans ce domaine et dans un monde qui est de fait devenu plus instable et par endroits plus dangereux, de rappeler l'importance cruciale de la responsabilité individuelle de chaque voyageur et aussi les limites de l'intervention de l'État. Les limites qui sont pour une intervention forte, mais quand même à un moment donné qui s'arrête ou en tout cas qui doit être clairement mise en cause. C'est un débat important et éminemment politique. Ce débat est crucial pour la protection de nos valeurs car il n'est pas acceptable que la Suisse en tant qu'État se retrouve sous la pression des revendications d'organisations terroristes, que ces revendications d'ailleurs soient de nature financière ou d'une autre nature, ou des deux, comme souvent c'est le cas. Plusieurs États mènent actuellement une réflexion identique. Je l'ai affirmé et je le répète ici, la Suisse n'a versé aucune rançon dans le cadre du cas des 2 jeunes Bernois qui étaient retenus en otage au Pakistan. La Suisse n'a versé aucune rançon dans le cas de la Suissesse qui vient d'être libérée au Mali. Prétendre le contraire, c'est mettre clairement en danger, mesdames et messieurs, nos concitoyens qui se déplacent à l'étranger aujourd'hui et demain. C'est fragiliser notre avenir et là encore, nous devons rester solides comme un roc. J'aimerais souligner qu'une autre base légale est en cours de révision. Ce n'est pas la loi sur les Suisses de l'étranger, mais la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger. Elle pourrait se muer en une loi sur la présence de la formation suisse à l'étranger, qui viserait en fait un triple objectif. Tout d'abord, la promotion de l'excellence de notre système de formation, qui est au fond la marque de fabrique, une marque de fabrique de notre pays. Ensuite, ce serait l'affirmation du rôle des écoles suisses à l'étranger comme instrument de politique extérieure, important instrument pour l'image de la Suisse dans le monde. Enfin, ce serait le renforcement des liens des jeunes Suisses de l'étranger avec leur pays d'origine et la contrepartie, évidemment, qui consiste à mieux présenter la Suisse aux jeunes des pays où nos écoles sont établies. Mesdames et messieurs, en parlant de formation de recherche, on parle au fond d'une des plus grandes forces de la Suisse, peut-être sa plus grande force, parfois un peu méconnue, car notre pays est tout simplement à la pointe mondiale dans ces domaines. Je vous cite quelques noms: Balmer, Bernoulli, Brunner, Euler, Guyot, Kocher, Pictet, Ritz, De Saussure, Zwicky. J'ai volontairement raccourci d'ailleurs la liste, car il y en aurait 16 en fait, 16 noms, et certains de ces noms vous sont peut-être familiers, d'autres un peu moins. Tous sont suisses. Je pense qu'ils ont tous fait l'école primaire en Suisse, M. Wüthrich, mais en tout cas tous sont suisses. Tous sont nés entre le XVIe et le XXe siècle. Tous sont des scientifiques, astronomes, physiciens, mathématiciens, horlogers, géographes, chirurgiens. La grande majorité d'entre eux a vécu et travaillé à l'étranger. Et c'est leur véritable point commun, mesdames et messieurs, les experts de l'Union astronomique internationale ont choisi ces Suisses pour donner un nom à 16 cratères de la Lune, ceci en reconnaissance de leur contribution extraordinaire à l'avancement de la science dans le monde. Il est évidemment encore un homme qu'on pourrait citer dans cette liste. Et là, vous connaissez tous son nom, mesdames et messieurs. C'est un homme qui n'est pas né en Suisse, mais qui a adopté cette nationalité et qui a fait avancer la Suisse, peut-être plus qu'aucun autre, au XXe siècle, depuis un petit appartement de la vieille ville de Berne, Albert Einstein, dont j'aime à rappeler qu'il a étudié à l'École polytechnique fédérale de Zurich et qu'il était employé de la Confédération au moment de sa découverte de la relativité restreinte. Je ne sais pas s'il y a un lien direct d'ailleurs. Albert Einstein, qui a lui aussi son cratère sur la Lune. Chacun, à leur façon, ces Suisses symbolisent les multiples liens qui existent entre la mobilité et l'innovation, et c'est précisément le thème de votre congrès. Ce n'est pas le président de l'École polytechnique fédérale située à 2 pas d'ici qui me contredira. Cette école, comme sa sœur zurichoise, figure au firmament des meilleures universités d'Europe et même du monde, des écoles qui pilotent ou qui participent à des projets de recherche d'importance mondiale et qui le doivent à l'intelligence, mais au travail aussi de chaque jour, et aussi beaucoup à leur ouverture précisément à l'égard de l'Europe et du monde. En Suisse, environ 1/3 de tous les enseignants, la moitié des post-doctorants, et puis un peu plus d'1/5 des étudiants viennent de l'étranger. Ils ne sont pas
de la Suisse, mais ils sont en Suisse. À l'inverse, près de 21% des étudiants qui ont obtenu un titre universitaire en 2008 ont séjourné à l'étranger. L'objectif de 20% à l'horizon 2020 que l'Europe elle-même s'est fixé est au fond donc déjà atteint et dépassé par notre pays. Ces chiffres soulignent l'ouverture scientifique de notre pays, cette ouverture scientifique qui explique une bonne part du succès suisse. Les exploits récents de Raphaël Dangean et de ses coéquipiers qui ont réalisé le tour du monde en bateau solaire sous pavillon suisse, et ceux d'André Borschberg et Bertrand Piccard qui ont réalisé le premier vol intercontinental en avion solaire sous pavillon suisse également, ces exploits, certes très médiatiques, mais confirment quand même une chose clairement, la Suisse est une grande nation de la science, et pour rester grande, cette nation suisse de la science, elle doit rester ouverte. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der diesjährige Auslandschweizer Kongress im Zeichen der Innovation und Mobilität steht. Mit viel Interesse folgte ich den Äußerungen von Professor Wüthrich und nicht nur das mit dem Fisch, mit dem ich während 2 Jahre, nicht mit dem Fisch, mit Professor Wüthrich, mit dem ich während 2 Jahre in der Jury des Marcel-Benoit-Preises sehr gerne saß. Und das müssen Sie wissen, Herr Wüthrich ist Nobelpreisträger, aber er hat auch den Schweizer Nobelpreis gewonnen, der Preis Marcel Benoit, glaube 1991 bei den 700 Jubiläum der Schweiz. Aber das ist fast immer so. Wenn man das Marcel Benoit gewinnt, dann hat man eine Chance, den Nobelpreis zu gewinnen. Mit viel Interesse folgte ich also Ihre Äußerungen, Herr Wüthrich. In der Schweiz ist die Wissenschaft in erster Linie eine Angelegenheit der Wissenschaftler und der Hochschulen, ganz klar. Der Staat spielt hier ganz klar und ganz bewusst eine zweitrangige Rolle. Er macht keine Vorgaben, er lässt der Wissenschaft ihre Freiheit. Und hier liegt auch neben der Offenheit unseres Landes einer der Hauptgründe ihres weltweiten Erfolgs. Wir lassen der Wissenschaft ihr Sauerstoff, die Forschungsfreiheit. Es sind also in erster Linie die Forschenden und die Hochschulen, die auf europäischer und internationaler Ebene Netzwerke bilden, Projekte lancieren, Brücken schlagen. Als ehemaliger Vorsteher des EDI habe ich verschiedene Wissenschaftsreisen mit den ETH-Präsidenten gemacht, namentlich nach China, in die USA und nach Brasilien. Das war eine große Chance, das machen zu können. Es war jeweils sehr beeindruckend festzustellen, dass die Schweiz in Begleitung ihrer ETH in der Welt der Wissenschaft, nicht als kleines Land oder Land mit 8 Millionen Einwohnern, sondern beinahe als Großmacht empfangen wurde oder zumindest als ein Land, dessen Erfolg und Qualität bekannt, anerkannt, respektiert und gefragt sind. Dies öffnet uns die Türen, meine Damen und Herren, für die Netzwerke, die sich unser Land in der ganzen Welt erschließen kann. Für das Bild auch, das man von unserem Land hat, für unsere Beziehungen mit dem Ausland. Die wissenschaftliche Diplomatie ist eine Stärke der Schweiz. Der Bundesrat möchte diese wissenschaftliche Diplomatie, in Zukunft noch weiter ausbauen. Wenn wir davon ausgehen, dass internationale Wissenschaftskooperationen in erster Linie auf Institutionen beruhen und Exzellenz ihr oberstes Gebot ist und nicht etwa noch einmal ein politisches Ziel, so dürfen wir folgenden Aspekt nicht genug unterstreichen. Damit die Wissenschaft erfolgreich ist, muss sie frei und offen sein und Exzellenz vor jedes anderes Ziel stellen. Obwohl die Institutionen und die Forschenden die Hauptakteuren sind, braucht es aber einen rechtlichen Rahmen, Anreize und internationale Kooperationsabkommen. Und hier ist der Staat gefragt. In erster Linie müssen wir hier die Wissenschaftszusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn erwähnen. Seit 2004, seit der Unterzeichnung des Abkommens über die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU, nimmt die Schweiz als assoziiertes Mitglied an Rahmenprogrammen im Bereich Forschung und technische Entwicklung der Europäischen Union teil. Unsere Forschenden haben in diesen Programmen die gleichen Rechte und Pflichten auch wie ihre Kolleginnen und Kollegen der EU, und das ist sehr wichtig
für unser Land. Diese Zusammenarbeit ist positiv. Man muss alles immer gut anschauen, ist klar, aber es ist positiv. Die schweizerischen Hochschulen, namentlich die beiden eidgenössischen technischen Hochschulen, aber auch die Unis, haben mit ihren Projekten großen Erfolg, was es ihnen ermöglicht, sich beträchtliche Fördermittel für ihre Forschungsaktivitäten zu sichern. Ich will hier nur ein Beispiel nennen, das mich aber stets beeindruckt, wenn ich es erwähne, nämlich die ERC Grants, wie sie im Jargon heißen. Es handelt sich um Exzellenzstipendien für Projekte im Bereich der Wissenschaft, die vom Europäischen Forschungsrat vergeben werden. Unter den vier erfolgreichsten europäischen Institutionen figurieren die Universität von Cambridge und Oxford. Dann würden Sie sagen, klar, das hätten fast alle gesagt. Aber auch die zwei eidgenössischen technischen Hochschulen von Zürich und Lausanne. Die Schweiz nimmt also in der europäischen Wissenschaftslandschaft Platz 2 und 3 ein. Das bedeutet Silber und Bronze für diese beiden Hochschulen. Grundsätzlich liegt die Erfolgsrate bei Anträgen von Schweizer Forschenden sehr hoch. Die Schweiz nimmt unter den 39 Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern des Rahmenprogramms Platz 4 ein. Das ist ein namhafter Erfolg. Für die Schweiz, die über ein ausgezeichnetes Bildungs- und Innovationsniveau verfügt, ist der integrale und uneingeschränkte Zugang zu diesem europäischen Forschungsprogramm absolut zentral. Ohne dieses Forschungsabkommen, das zu den rechtlich eng miteinander verbundenen bilateralen 1 gehört, könnte der Schweizer Forschungsplatz nicht die besten Studierenden und Professoren anziehen. Unser Forschungs- und Innovationsniveau würde zurückgehen. Als Folge nehme unser Wohlstand ab, denn die Stärke der Schweizer Wirtschaft beruht größtenteils auf ihrer Innovationsfähigkeit, auf der Forschung und der angewandten Forschung unserer Hochschulen. Und ein Hauptinteresse der Schweiz in der Verfassung ist gerade diese Wohlfahrt. Vorsicht und auch klare Wille sind also angesagt. Wir müssen uns dieser Zusammenhänge bewusst sein, wenn wir abstimmen. Wenn wir abstimmen, zum Beispiel 2014, wieder einmal über die Personenfreizügigkeit. Eine Abschaffung der Personenfreizügigkeit würde dem gesamten bilateralen Weg und den damit verbundenen Vorteilen schaden. Wir müssen stets eine globale Sichtweise bewahren, denn für die Schweiz ist eine Teilnahme am nächsten EU-Rahmenforschungsprogramm, dem sogenannten Horizont 2020, aber das schon in 2014 in Kraft tritt, zentral. Es gibt also noch einen weiteren sehr guten Grund, der den Bundesrat in seinem Entscheid stärkt, den bilateralen Weg weiterzuführen und zu erneuern. Mesdames et Messieurs, l'accès à des programmes de recherche et à des installations scientifiques de pointe est devenu une nécessité impérative pour tout laboratoire de recherche. Et la science ne peut tout simplement pas être à la pointe si elle n'est pas en réseau. La coopération internationale n'est pas un impératif pour la Suisse uniquement, il s'agit d'une nécessité globale. Les infrastructures du CERN, le plus grand laboratoire de physique du monde, le démontrent, de manière d'ailleurs aussi éclatante que les collisions d'électrons, et les jeunes Suisses de l'étranger qui ont pris part à votre programme annuel de formation cet été et qui ont, je crois, visité ces installations il y a quelques jours, pourront certainement en témoigner. Je me réjouis d'en discuter avec eux d'ailleurs tout à l'heure et j'en profite pour féliciter votre organisation, Monsieur le Président, de mettre sur pied de tels programmes pour la jeunesse, d'autant que la jeunesse d'aujourd'hui, moi je trouve qu'elle est fantastique et je me dis chaque jour qu'elle nous donne beaucoup d'espoir. La coopération de la Suisse avec l'Union européenne ne se limite pas au seul domaine académique. En matière de formation générale et professionnelle également, la Suisse est associée depuis des années et pleinement depuis le début 2011 au programme d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'Union européenne. La Suisse ne s'engage pas seulement comme membre associé à succès de l'espace européen de la recherche et de la formation. La coopération scientifique internationale dépend aussi de coopération bilatérale entre États. Et la Suisse favorise avant tout les coopérations directes entre institutions, mais elle fait également des accords entre États lorsque c'est nécessaire. Elle a signé des accords bilatéraux, par exemple, avec le Japon, avec l'Afrique du Sud, avec la Corée du Sud, avec les États-Unis, avec le Brésil, et nous avons
d'autres idées pour l'avenir, évidemment, et d'autres travaux en cours. Nous ouvrons aussi cette année notre 5e SwissNex, les fameux consulats scientifiques, les maisons suisses de la science et de la culture, ces SwissNex. Le 5e sera ouvert à Bangalore, en Inde, après Boston et San Francisco, qui ont fêté leurs 10 ans l'année passée, Shanghai et Singapour. Nous envisageons les prochains développements de ce réseau, probablement du côté du Brésil, et ce réseau est renforcé par les nombreux conseillers scientifiques dans nos ambassades. Les pays dits BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud figurent aujourd'hui parmi les partenaires privilégiés de la Suisse en matière de collaboration scientifique. Leurs gouvernements investissent massivement et il nous faut aussi faire participer la Suisse dans cette évolution. Mais il y a plus. Notre pays est un des plus avancés dans le domaine de la science et de l'innovation, je l'ai dit, mais il est aussi un pays où la qualité de vie est très bonne, un pays qui bénéficie de la globalisation. De tels pays, mesdames et messieurs, ont véritablement une responsabilité à l'égard de la planète et à l'égard des défis globaux. Et nous en revenons au fondement de notre stratégie de politique extérieure. La Suisse, par la force de sa place scientifique, peut aider à résoudre certains des grands problèmes du monde, les fameux défis globaux. Dans le domaine du climat, dans le domaine de l'accès à l'eau et à la nourriture, de l'environnement, de la gestion et de la mobilité, de la démographie ou du vieillissement et des maladies qui sont liées, une question qui ne frappe pas que ici, mais également dans bien d'autres pays, bien notre pays a un rôle à jouer. Il a une responsabilité, celle de contribuer par ses ressources, et ces ressources scientifiques, encore une fois, sont excellentes, à la solution de tels défis. Voilà pourquoi, dans ce monde en mouvement, je pense que notre politique étrangère doit se décliner clairement aujourd'hui en 3 mots: neutralité, solidarité et responsabilité. Mesdames et messieurs, des recherches de la Royal Society en Angleterre ont montré que le pourcentage de publications de groupes de chercheurs à composition internationale était proportionnellement plus haut en Suisse que dans aucun autre pays. La recherche suisse est très fortement axée sur cette collaboration internationale. Notre pays en sort clairement renforcé. C'est la force d'un pays aux dimensions modestes que de s'associer avec les meilleurs, et c'est l'avenir de la science que d'être interconnecté. Cette chance à préserver nous donne aussi des responsabilités à assumer. La Confédération est prête à consentir d'importants efforts afin de stimuler la science et la coopération internationale en matière scientifique. Le message du Conseil fédéral au Parlement relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pour les années qui viennent, 2013 à 2016, ce message prévoit des dépenses à hauteur de quelques 26 milliards de francs sur 4 ans. Cela fait de la formation et de la recherche l'un des 2 domaines avec les plus forts taux de croissance des dépenses de la Confédération, et ça souligne bien l'effort qui est en cours. Dans un monde où rien n'est certain que l'incertitude et où rien ne semble plus stable que l'instabilité, la Suisse a de bons atouts dans son jeu, mesdames et messieurs, sa capacité d'innover, son ouverture, son goût de la liberté, de la responsabilité aussi, sont des forces considérables que nous devons préserver et développer. Innovation et mobilité vont de pair, ils forment un couple utile pour la Suisse et pour le monde, et je vous remercie vraiment d'avoir choisi ce thème pour vos assises, d'avoir choisi des questions qui doivent toutes trouver leur place dans la nouvelle stratégie de politique extérieure de la Confédération, et qui la trouve. La Suisse restera forte si elle reste à la pointe mondiale de l'innovation et de la science. La Suisse, qui figure d'ailleurs depuis 3 ans au sommet du tableau de bord européen de l'innovation, la Suisse restera forte si elle a la sagesse de rester ouverte. La Suisse restera forte également si elle sait, sur les principes, rester solide comme un roc. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller fédéral, merci beaucoup, du fond de l'esprit et du fond du cœur. Vous nous avez fait du bien aussi. D'abord, c'était un exposé tellement bien charpenté, tellement bien structuré, et qui nous a fait beaucoup de bien. Vous le savez, et je vais être extrêmement succinct, vous savez que les Suisses de l'étranger, comme les Suisses de Suisse, ont leurs inquiétudes et leurs préoccupations. Nous avons eu une séance du Conseil, notamment hier, où il a été question des banques, où il a été question des Suisses des États-Unis qui ont été jetés des banques comme les Américains,
Il a été question aussi de l'accord de double imposition négocié avec la France. Les Suisses de l'étranger ont marqué beaucoup d'inquiétudes. Et il a été question aussi, naturellement, de c'est comme un serpent de mer, de la suppression des consulats et de tout cela. Vous nous avez bien expliqué quels étaient les progrès en matière de fonctionnement consulaire. Nous en avons pris note. L'ambassadeur Bucher, d'ailleurs, nous l'a bien expliqué. Ça nous satisfait beaucoup. Mais vous êtes l'exemple vivant qu'au fond, des valeurs et une politique, et je dirais une transmission de ces valeurs, ont besoin d'être incarnées. Il est évident que si nous pouvions encore, et si les Suisses de l'étranger pouvaient encore compter sur suffisamment d'hommes et de femmes dans les ambassades et dans les consulats pour, si je puis dire, rassembler toutes ces énergies au service de la Suisse, nous serions heureux. Nous serions heureux, je dirais, que l'hémorragie des consulats, dont nous comprenons bien la raison, ne soit pas, comment dirais-je, sans fin. Je voulais juste vous passer ce message, et naturellement, nous comprenons bien aussi quelles sont vos contraintes. Enfin, pour terminer, monsieur le conseiller fédéral, vous avez parlé de technologie. Il y en a une, évidemment, qui tient au cœur des Suisses de l'étranger, c'est le vote électronique. Et comme vous le savez, il y a une pétition qui a rassemblé 15 000 signatures, une pétition qui est adressée au Conseil fédéral, et puisque vous représentez le Conseil fédéral, nous nous permettons, rassurez-vous, nous ne pensons pas que vous allez partir avec l'urne, mais nous nous permettons de vous montrer cette pétition qui rassemble 15 000 signatures. Et c'est une pétition qui demande la généralisation pour tous les Suisses, qu'ils soient Suisses de Suisse ou Suisses de l'étranger, pour tous les Suisses du vote électronique. Voilà, mes chers congressistes, monsieur le conseiller fédéral a bien voulu, il vous l'a annoncé tout à l'heure, être encore à la disposition tout à l'heure des jeunes. Je le rejoindrai pour cela, et je crois que ce dialogue, qui est devenu assez habituel entre un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale et les jeunes, est quelque chose, au fond, qui est assez marquant dans nos congrès. Pour le reste, je tiens à vous dire que vous rappelez que nous nous retrouverons l'année prochaine, du 15 au 18 août, pour le 91e congrès des Suisses de l'étranger. Vous rappelez aussi qu'il y a un atelier, je crois que certains le savent et pensent s'y rendre, de Swiss Community, l'atelier suisse de Swiss Community. À part cela, et avant d'aller rejoindre les jeunes avec monsieur le conseiller fédéral, j'aimerais vous dire que ce congrès, je crois, a été un congrès de grande qualité, je ne dirais pas de grande technologie, mais de grande qualité. Vraiment, l'esprit a soufflé, le cœur aussi a bien battu, et c'est un honneur pour moi de présider une organisation dont je sens qu'elle est vraiment au service des Suisses de l'étranger et que les services de l'étranger en ont besoin et comptent sur elle. Vous pouvez compter sur nous. Au revoir et à bientôt.